Cette année, avec tous les jurés, on a pris un choix et on s'est donné en ligne pour juger. Et la ligne, c'était des campagnes puissantes, du coup repérées et qui ont un impact sur le marché. Et bien sûr, des campagnes qui ont leur puissance en France, parce que c'était un prix français. Ça nous a permis de primer une variété de campagnes très larges. On a eu la chance de donner des prix à des petites comédies, peut-être jamais dans la vie, et peut être repéré d'un jury international, mais qui en France, ils ont un énorme impact parce qu'ils sont bien écrits, bien amenés. On a eu des grosses campagnes de marque avec des gros films qui ont un émotionnel comme bien sûr on est habitué à voir. Des activations très pointues d'insectes conso, mais chaque fois on s'est vraiment posé la question, ce sont des campagnes qui ont une vraie puissance et un vrai impact en France. Et ça, c'est, je pense, la clé distinctive du Grand Prix Start. Et après, l'autre chose intéressante, c'est que parce qu'on n'a pas de sous-catégories comme il arrive dans des autres awards, on a primé vraiment l'idée dans le sens plus large et plus simple. Tout ensemble, avec tous les autres joueurs, on a vraiment constaté un niveau de qualité assez élevé, en fait, dans l'idée, bien sûr, dans le concept et dans le craft aussi. Et ça, c'était assez intéressant. Je pense que c'est plus en tendance. Je pense que c'est devenu vraiment ça fait partie de notre métier pour toujours. C'est bien sûr plus en plus des marques qui font attention à la RSE et du coup se concentrent sur des messages de responsabilité et d'engagement. Et du coup, le vrai défi, ça devient comment on peut communiquer sur des sujets pareils sans être toujours pareil, toujours les mêmes et un peu trop triste, un peu trop malinconique. Du coup, c'est là où la connotation très française, très culturelle, ça nous aide parce qu'il y a des campagnes qui traitent des sujets, vous allez voir, des sujets très RSE, de façon complètement légère, complètement surprenante, complètement fraîche, et des autres qui, bien sûr, jouent sur l'émotion. Du coup, on a vraiment exploité toute la palette des exécutions que ce métier nous donne. Et bien sûr, dans toutes les catégories mélangées, on a des films, on a des activations, on a des OP digitales très, très fortes. Avec la jury, on était très fiers de les palmarès. Deux grosses tendances qu'on a identifiées. La première, c'était ce que nous, on appelle le reboot de marque. Lancement de grandes plateformes de communication, de repositionnement de marque, avec beaucoup de moyens médias, des utilisations des médias offline, des utilisations des médias online, de la radio, de l'affichage, beaucoup de télévision. Et donc, pour toucher l'ensemble des cibles, beaucoup de dépenses médias sur des périodes assez courtes. La deuxième tendance qui était vraiment radicalement différente, c'était le micro-targeting, le micro-ciblage. Et avec des budgets médias qui étaient sans doute plus proches des dizaines de milliers d'euros que des millions d'euros que l'on a vu dans la première tendance. Sur les opérations de micro-targeting, la grosse tendance, c'est 100% plateforme digitale, 100% marque média digitale. On n'a pas vu beaucoup d'opérations cross-channel à partir de marques médias. Et ça, c'est une tendance de fond. On a énormément joué avec l'influence. L'influence a été au cœur de tous les dispositifs sur le micro-targeting. Donc, on a énormément joué avec les plateformes digitales. À la différence près, sur les grands lancements de repositionnement de marque, on était plus sur des marques médias sur lesquelles on a tiré au maximum l'ensemble des touchpoints. On aimerait avoir des cas stratégiques très omnichannel qui couvrent le targeting, le repositionnement de marque pour pouvoir avoir une vision optimisée de l'efficacité média. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler et on a vraiment besoin de remettre le planning strat au cœur de nos dispositifs médias. On attend aussi des résultats et parfois, ils n'étaient pas assez clairement exprimés. On parlait beaucoup de contacts, on ne parlait pas beaucoup de reach, on ne parlait pas beaucoup d'efficacité sur les ventes, d'efficacité sur le souvenir publicitaire. Et ça, c'est un petit peu une vigilance que l'on voulait soulever avec l'ensemble des membres du jury. Pour la première fois dans le Grand Prix Digital, cette année, nous avons créé une catégorie avec les équipes de stratégie sur la responsabilité digitale et avec l'interrogation de savoir si nous allions avoir beaucoup de soumissions ou pas dans cette catégorie. C'est une tendance
de fond qui traverse le secteur digital au sens large et qui, pour autant, n'étant pas appuyé pour l'instant par une réglementation forte, mais plutôt par la bonne volonté à la fois des annonceurs et des agences, nous ne savions pas si nous allions recevoir énormément de soumissions et cependant, ça a été le cas. C'est un sujet dont se sont saisis à la fois les annonceurs et les agences et qui a fait l'objet du coup de très belles soumissions. Pour donner un peu l'échelle du sujet de la responsabilité digitale et de la raison pour laquelle aujourd'hui ça fait partie des catégories que nous avons mises dans le Grand Prix Stratégie, c'est que le poids des émissions de carbone est aujourd'hui à 2,5%, donc ça c'est un chiffre de l'ADEME, et est amené d'ici 2030 à être à 5%, ce qui est énorme. Et il y a la nécessité que tout l'écosystème, agences, annonceurs, startups, médias, se saisissent de cette problématique et en fassent aussi un sujet de créativité. La deuxième tendance, évidemment, c'est le Web3 sous un angle, un peu précis qui est, plutôt celui des réalités, virtuelles, du métaverse et de l'utilisation finalement de ces nouveaux, touchpoints, comme champ d'expression pour les marques. Ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est qu'il permet, aux créateurs finalement de rebattre les cartes, de la valeur puisque, dans le Web3, la valeur peut, sortir finalement des plateformes, qui ont pris une place prépondérante dans le Web 2 et faire en sorte de rendre cette valeur aux créateurs et aux créateurs d'expériences. Comment est-ce que maintenant les annonceurs et les agences travaillent sur ce sujet? On n'en est évidemment qu'à l'émergence de ces sujets. Donc, on a eu quelques candidatures, mais pas énormément. Et pour autant, on a eu des candidatures extrêmement intéressantes sur ce sujet, et notamment en mettant le Web3 au service de grandes causes et au service de nouveaux usages, d'aller chercher finalement des publics sur le Web3, sur des thématiques qui n'auraient pas forcément été adressées dans la vie réelle. La troisième tendance, pour moi, c'est une tendance, finalement un peu transversale et qui émerge à la lecture, de ce palmarès. C'est que, on a des cases extrêmement forts avec des campagnes, vraiment sublimes et tout ça, c'est quand même le fruit du travail, de talents qui sont rares, puisqu'aujourd'hui, c'est des talents qui sont demandés partout dans les startups, dans les agences, chez nos annonceurs, dans toutes les industries, en fait, finalement, on a besoin de ces talents digitaux qui pensent à la fois aux différents touchpoints, aux nouvelles manières finalement de rentrer en contact avec les utilisateurs. Et ces talents-là, ils sont pénuriques. Donc, il y a tout un plan qui a été pensé par le gouvernement pour avoir 400 000 talents de plus d'ici 2030. Et c'est indispensable de former ces équipes, de préserver une manière de faire le digital en France, parce que c'est ça aussi qui va donner à nos talents leur force sur tous les marchés et aussi à l'international, et va aussi être un peu le fer de lance d'une manière de faire un peu typiquement française, à la fois des agences et des annonceurs. Lors de la journée du jury, nous avons pu observer, sur le fond, une vraie quête de sens de la part des marques, une envie d'authenticité avec une fond et une forme qui se doivent être très cohérents et en phase avec leurs valeurs. Une envie d'oser et d'aborder avec franchise des sujets sociétaux importants, voire parfois tabous. Les marques ont pris conscience qu'elles y jouent un rôle majeur. Les marques se laissent plus ouvertes au public avec une prise de risque qui se généralise et qui mérite d'être saluée. La parole est partagée avec le micro tendu aux parties prenantes. Faire parler de soi semble plus puissant que de parler de soi. En plus d'un retour du vrai narratif bien construit, il y a aussi parfois le retour du vrai bel objet, tel qu'un beau livre ou une belle photo. Un retour à la simplicité, l'efficacité, l'utilisation des images pour mieux vulgariser et relier des idées. L'humour reste un bon vecteur aussi, certes bien dosé comme on l'a vu dans pas mal de projets, même des projets papier. Des marques sont de plus en plus au service de leurs consommateurs, se positionnant comme spécialistes, pédagogues, prodiguant de bons conseils.
Il y a beaucoup de formats combinés, hybrides, avec un boom de la narration via l'audio. Beaucoup de sujets sur le recrutement et la marque employeur, voire de la mise en scène des employés eux-mêmes. Et pour capter l'attention et augmenter l'engagement des audiences internes, le choix des formats bien variés, des podcasts, des web-séries et des GT par exemple. Si on devait prendre un peu plus de recul, on est à un point de bascule. Les marques veulent combattre le greenwashing. On sent qu'il y a une vraie prise de conscience à être authentique dans le discours et à éviter des formes déclaratives. Cela entraîne des formats plus longs, du deep content versus du snack content, et des formats plus fournis. Des podcasts plus longs, des films plus longs, des magazines plus fournis. On n'a jamais autant fait attention au fond. Même les agences de communication développent pour elles-mêmes ce genre de contenu de marque pour se différencier les unes des autres. On entre dans une nouvelle ère de création, moins fantaisiste. On cherche qu'à apporter un but, l'utilité. Pour cette année 2022, on a reçu énormément de dossiers, beaucoup autour du design d'espace, de l'identité visuelle, de la typographie. Beaucoup de travail de qualité autour de l'environnement, du recyclé et du recyclable. Ça, on a été très attentif à ce genre de dossier. On a reçu énormément de projets autour des nouvelles technologies également, avec notamment des impressions 3D utilisant des matériaux éco-responsables. Donc il y a beaucoup de projets qui ont mêlé la science et la technologie. Pour le packaging, on a vu beaucoup de projets très variés. Donc ça va aller du packaging de gâteaux jusqu'à du packaging très luxe. On a pu voir des projets qui mêlaient à la fois art et packaging. Donc ça, on ne s'y attendait pas du tout. Par rapport aux événements, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de projets de design d'espace voir le jour. Puis il y a eu des projets qui ont été faits sur plusieurs années avec une très forte identité et justement des lieux très bien pensés, notamment autour de la signalétique, dans des lieux emblématiques qui nous ont beaucoup parlé. Il y a une catégorie qui s'est distinguée pour moi, c'était donc le nom des marques, plusieurs dossiers avec des sonorités différentes et des intonations différentes qui justement sont le point de départ de la création d'une histoire, d'une aventure et qui vont aussi décliner des univers graphiques très forts. Donc cette catégorie pour moi avait beaucoup de sens et on l'a valorisée cette année dans notre sélection. Dans ce Grand Prix stratégie, craft et production, on a avant tout essayé de juger la production comme son nom l'indique, c'est-à-dire ne pas juger en fait l'idée publicitaire, l'idée créative de base. On a essayé de dissocier vraiment les deux et de se concentrer sur la production. On a jugé donc la fabrication en prenant en compte toutes les contraintes, quelles qu'elles soient, que ce soit des contraintes budgétaires, des contraintes de casting, parce qu'on a parfois des castings imposés qui sont des castings non professionnels, donc il faut savoir jongler avec ça. À partir de là, il y a vraiment deux tendances qui se sont dégagées. On a les projets un peu plus bricolés d'un côté, et puis les projets films de marque, mieux financés, etc. Donc il a fallu dissocier un petit peu tout ça encore une fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on arrive à en juger quand même le talent, l'expertise des professionnels. Et ce talent, il se ressent dans la mise en scène, dans le casting, dans la direction d'acteurs, dans la façon de produire en fait. C'est juste ça, et c'est ça qu'on a essayé de juger. Et le palmarès reflète assez bien ça, je trouve. On n'a pas jugé uniquement le film le plus waouh, on a pris en compte toutes les contraintes, et puis uniquement ce qui ressort gagnant, c'est vraiment le talent, que ce soit des producteurs, des réalisateurs et de toute l'équipe de production, pour faire que ces films sont des films de qualité. Les formes artistiques les plus exploitées par les annonceurs, j'ai envie de dire social media, toutes les vidéos social media qui sont évidemment les vidéos de contenu qu'on voit tous les jours et qui sont plébiscitées par tous les annonceurs et par les spectateurs. Maintenant, c'est pas forcément ce qui est le plus ressorti dans les candidatures. On a eu à la fois beaucoup de films qu'on appelle publicitaires, dans la catégorie publicitaire, et tout aussi évidemment de social media. Mais en revanche, ce qui se dégage clairement de ce jury, c'est le souci de produire de la qualité. Que ce soit pour un film publicitaire
ou pour des vidéos plus de content social media, il y a un vrai souci de bien produire et de faire de belles choses, de souci du craft. Et ça, c'est important. On a tellement d'images autour de nous tous les jours, dans la vie de tous les jours, qu'on ne peut plus laisser passer, nous, producteurs, des images bas de gamme, en fait, mal produites. Ça, personne ne l'accepterait. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, une volonté de la part de tous les producteurs de faire des efforts là-dessus et de la part des annonceurs aussi, et ça, c'est super. D'un côté, ce qu'on a vu, c'est vraiment la communication autour de la marque employeur. D'avoir une charte employeur ambitieux, mais claire et toujours authentique. Deuxièmement, c'est bien sûr tout ce qui est lié à RSE. C'est vraiment ça ce que les gens et les candidats et les plus jeunes surtout l'intéressent de plus en plus. Et la communication sur ces sujets se développe davantage. D'un côté, sur la responsabilité civile et sociale d'une entreprise, leurs activations en général, mais surtout aussi tout ce qui touche à la diversité et l'inclusivité d'un côté. De l'autre côté, le développement durable, les collaborations avec des ONG, mais aussi jusqu'à communiquer sur la réduction de l'empreinte carbone sur un site web. Tout ça, ce sont les sujets qui touchent les candidats d'aujourd'hui et qui étaient vraiment fortement présents dans les candidatures cette année. Deuxième tendance, je dirais, c'était plus le traitement de l'image, le traitement des contributions, parce que pendant les dernières années, l'œil et la façon d'utiliser les contenus a changé avec l'émergence des TikTok. Ça se voit un peu partout en ce moment que le rythme est peut-être plus vite et plus étonnant. On veut étonner un peu plus et happer la personne qui est derrière. Ou aussi, ça peut aller aussi dans des formats différents, un peu étonnants. Utiliser des podcasts pour une communication interne, mais à très haut niveau. C'était aussi une belle initiative qu'on a pu voir dans les candidatures. Troisième tendance notable, étonner une audience, ce n'est pas forcément toujours une question de moyens. Nous avons vu des réalisations surprenantes et très efficaces avec des budgets plus restreints, par exemple dans la catégorie de la communication territoriale. Donc la créativité prime toujours sur un budget peut-être trop excessif. C'était vraiment très efficace et agréable à voir. La première grosse tendance est liée à l'actu. Le fait effectivement de revenir sur des dossiers en présentiel nous ont permis d'avoir des beaux dossiers avec effectivement beaucoup de monde, des présences, des thématiques, de la rencontre et cette partie présentielle était très présente. Et puis on a vu aussi que la partie digitale n'avait pas complètement disparu et en fait la grande tendance c'est des événements qui mêlent à la fois la présence et la partie digitale et qui optimisent du coup les KPI et les performances de notre événement. La deuxième partie, qui elle aussi est très importante et de plus en plus importante dans nos métiers, mais dans la vie en général, c'est la présence d'une certaine réflexion autour des sujets de durabilité, d'RSE et de sustainability. Donc on voit aussi dans ces éléments-là une présence dans la réflexion de comment faire différemment et surtout comment faire mieux. Autre grosse tendance, et on est assez sensible à l'agence sur ces sujets, c'est des événements avec un storytelling vraiment fort qui sont capables du coup de créer pour les influenceurs et les leaders d'opinion un certain nombre de contenus, des événements qui se rapprochent des notions de brand content et ça aussi c'était très présent sur ce Grand Prix. Pour près de un peu moins 50% des cas qui ont passé le premier tour de la sélection, c'est qu'il y a eu une utilisation d'influenceurs ou d'ambassadeurs, que ce soit des personnalités, des sportifs, des youtubeurs, des égéries, peu importe. Il y a un très très grand nombre de dispositifs et de campagnes qui ont utilisé ce levier dans le cadre de la stratégie mise en place. Alors c'est pas nouveau, hein, on est d'accord, mais c'est suffisamment marquant pour être souligné cette année. Alors ça ne veut pas dire que forcément ce sont des dossiers qui ont reçu des prix, d'ailleurs peut-être qu'il y a un enseignement à tirer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est pas parce qu'on utilise une personnalité ou un influenceur, aussi puissant soit-il, que forcément ça fait le taf. C'est des stratégies qui sont toujours très très difficiles à manipuler, tellement le risque de bad buzz est grand dès lors que ça ne prend pas et que ça ne marche pas. Mais en l'occurrence là, les cas qui ont été proposés
sont très pertinents et on observe clairement qu'à partir du moment où cette approche portée par une idée créative permet vraiment de mettre en avant le service de la marque, le produit de la marque, pour le coup c'est carton plein, ça marche vraiment. Donc bravo, parce que c'est pas évident à gérer, à manipuler, et en l'occurrence les cas qui nous ont été présentés étaient vraiment très pertinents. Alors le troisième point, c'est plutôt un point en creux, dans la mesure où ce qu'on a pu observer, c'est que dans le contexte et dans évidemment les problématiques globales autour de la société, de l'environnement qu'on vit, les sujets RSE sont toujours au cœur de nos préoccupations. Et contrairement aux années précédentes, où finalement la RSE était un peu utilisée comme un alibi à plutôt mauvais escient et à toutes les sauces, c'est pas le cas cette année. On a des campagnes RSE, mais uniquement dans la catégorie RSE, très bien pensées, qui font du sens et où les marques font preuve vraiment d'authenticité, de sincérité et d'engagement dans leur démarche.